Je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais avant, ils étaient comme ça, mais maintenant, ça va mieux. Comment un homme capable d'acheter un château a-t-il pu passer sa vie à craindre de redevenir pauvre? Mlétis, comment celui qui faisait rire des millions de Français pouvait-il, une fois les projecteurs éteints, rester prisonnier d'une inquiétude qu'aucun succès ne semblait apaiser? Pour comprendre Louis de Funès, il faut oublier un instant le gendarme de Saint-Tropez, Rabbi Jacob ou ses colères devenues légendaires. Car bien avant de devenir le roi du box-office, il y avait un enfant qui avait appris très tôt qu'une vie pouvait basculer sans prévenir. Louis-Germain de Funès de Galarza naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans une famille espagnole venue chercher un avenir meilleur en France. Les débuts sont difficiles. Les affaires de son père ne prospèrent pas, les revenus sont irréguliers et la famille change souvent de logement pour tenter de repartir de zéro. Pour un enfant, cette instabilité laisse des traces invisibles. Rien ne semble durable. Chaque nouveau départ rappelle que le lendemain est toujours incertain. Puis survient l'événement qui bouleversera définitivement son enfance. Son père, Carlos de Funès, disparaît brusquement. La famille est persuadée qu'elle ne le reverra jamais. Le jeune Louis ne comprend pas tout, mais il ressent l'essentiel. Celui qui devait protéger les siens n'est plus là. Des années plus tard, la vérité apparaît. Carlos est vivant. Il avait quitté la France pour tenter de reconstruire sa vie à l'étranger, convaincu qu'il n'avait plus d'avenir dans son propre pays. Mais lorsqu'il revient enfin auprès des siens, le temps a déjà fait son œuvre. La maladie a remplacé les espoirs. Les difficultés financières n'ont pas disparu. Et dans le regard du jeune Louis, l'image du père capable de tout surmonter s'est définitivement effondrée. Cette blessure restera silencieuse, mais elle accompagnera toute son existence. Plusieurs proches raconteront qu'il gardait une peur presque instinctive de manquer d'argent. Comme si le petit garçon de Courbevoie refusait de croire qu'une situation pouvait rester stable. Avec le temps, certains qualifieront Louis de Funès d'homme extrêmement prudent, parfois même obsédé par les questions financières. Pourtant, derrière cette réputation se cache peut-être une réalité bien plus intime. Il ne cherchait pas seulement la richesse, il cherchait une sécurité que son enfance ne lui avait jamais offerte. Cette angoisse sera renforcée quelques années plus tard par un nouveau drame lorsque son frère Charles perdra la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle fois, Louis découvre que les êtres les plus proches peuvent disparaître et que rien n'est jamais définitivement acquis. C'est sans doute là que naît ce besoin presque irrépressible de travailler sans relâche. Pendant que d'autres rêvent de célébrité, lui rêve avant tout de ne plus revivre les humiliations de la pauvreté. Personne, à cette époque, n'imagine pourtant que ce jeune homme réservé deviendra un jour le visage le plus populaire du cinéma français. Le destin semble même lui tourner le dos. À la fin des années 1940, personne ne connaît encore Louis de Funès. À bientôt 40 ans, il n'est ni une vedette, ni même un acteur prometteur. C'est simplement un homme qui refuse d'abandonner un rêve auquel presque plus personne ne croit. Pour faire vivre sa famille, il accepte tous les métiers qui se présentent. Dessinateur, comptable, décorateur, puis pianiste dans les bars parisiens, il travaille sans jamais savoir de quoi sera fait le lendemain. Le soir, il joue du jazz pendant que les clients discutent sans lui prêter attention. Pourtant, derrière son piano, Louise observe chaque visage, chaque geste, chaque réaction avec une curiosité presque obsessionnelle. Un client impatient, un serveur débordé, un homme convaincu d'avoir toujours raison, tous deviennent, sans le savoir, les premiers modèles de ses futurs personnages. Lorsqu'il décroche enfin quelques rôles au cinéma, la réalité est décevante. Quelques secondes à l'écran, une ou deux répliques, parfois même un personnage dont le public oublie aussitôt le visage. Les années passent, mais rien ne change vraiment. Chaque nouveau film nourrit un peu d'espoir, avant de laisser place à une nouvelle déception. Beaucoup pensent qu'il est arrivé trop tard dans ce métier. Louis, lui, continue d'avancer. Il travaille chaque scène avec une précision étonnante, même lorsqu'elle ne dure qu'un instant. Pour lui, il n'existe pas de petits rôles, seulement des occasions de progresser. Heureusement, il n'est pas seul dans ce combat. Sa femme Jeanne reste persuadée que son talent finira par être reconnu. Lorsque le doute l'envahit, c'est elle qui lui redonne la force de continuer. Peu à peu, Louis construit aussi sa propre vision de la comédie. Il dira plus tard « Le comique naît du sérieux ». Selon lui, un personnage n'essaie jamais d'être drôle. Il défend simplement sa vérité avec une telle intensité que le rire devient inévitable. Cette idée,
il la perfectionne pendant près de 20 ans, loin des projecteurs. Ironie du destin, cette longue période d'anonymat devient sa meilleure école. Chaque métier, chaque rencontre et chaque échec enrichissent un jeu d'acteurs que personne ne possède encore. Au début des années 1960, Louis approche pourtant de la cinquantaine. À cet âge, beaucoup d'acteurs sont déjà arrivés au sommet de leur carrière. Lui commence à se demander si son destin ne sera pas de rester éternellement un second rôle. C'est alors que tout bascule. La pièce Oscar révèle enfin l'étendue de son talent. Très vite, le cinéma s'intéresse à cet homme au visage si expressif que le public ne peut plus oublier. En quelques mois, celui que l'on ignorait depuis près de 20 ans devient soudain l'acteur dont tout le monde parle. Personne ne peut encore imaginer que cette ascension fulgurante fera bientôt de Louis de Funès le roi incontesté du box-office français. Mais le plus étonnant est que le succès qu'il attendait depuis si longtemps va transformer sa vie, sans jamais réussir à faire disparaître les peurs de son enfance. En 1964, la vie de Louis de Funès change enfin de direction. Après près de 20 années passées dans l'ombre, tout s'accélère en quelques mois. 2 films, Le Gendarme de Saint-Tropez et Fantomas, rencontrent un succès immense et révèlent au public un acteur comme il n'en existe aucun autre. À 50 ans, l'homme que beaucoup croyaient condamné au second rôle devient soudain le nouveau visage de la comédie française. Ce succès n'a pourtant rien d'un hasard. Pendant toutes ces années d'attente, Louis a construit un style unique. Son regard, ses silences, ses gestes millimétrés et cette façon inimitable de faire monter la tension avant de la transformer en éclat de rire deviennent sa signature. Très vite, les réalisateurs comprennent qu'il possède un pouvoir rare. Sa simple présence suffit à attirer le public dans les salles. Les producteurs commencent à organiser leurs projets autour de lui, convaincus que son nom est devenu une véritable promesse de succès. Puis arrive Le Cornio, aux côtés de Bourvil. Le film triomphe dans toute la France et confirme que Louis de Funès n'est plus seulement un acteur populaire. Il est devenu un phénomène national. L'année suivante, La Grande Vadrouille dépasse toutes les attentes. Des millions de spectateurs se déplacent pour découvrir cette comédie devenue aujourd'hui un classique. Pendant plus de 30 ans, le film restera le plus grand succès de l'histoire du cinéma français. Louis de Funès entre définitivement dans la légende. Les récompenses financières suivent naturellement. Son cachet augmente film après film. Les sommes qu'il perçoit deviennent parmi les plus importantes du cinéma français, et les producteurs acceptent désormais les conditions de celui qui fait rire tout un pays. Pourtant, ceux qui travaillent avec lui découvrent une réalité bien différente de l'image publique. Louis ne célèbre jamais vraiment ses victoires. Il arrive sur les tournages parfaitement préparés, répète sans relâche et exige de lui-même une précision absolue. Une scène est recommencée autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement le rythme qu'il imagine. Certains le trouvent exigeant, d'autres admirent cette discipline exceptionnelle. Mais tous reconnaissent une chose, rien chez Louis de Funès n'est laissé au hasard. Le succès ne l'a pas rendu insouciant. Au contraire, plus sa carrière grandit, plus il travaille, comme si chaque nouveau film devait prouver qu'il méritait encore sa place. Ses proches raconteront qu'il gardait toujours cette peur discrète de voir le public se détourner de lui. L'enfant de Courbevoie n'avait jamais complètement disparu. Il savait mieux que personne que la célébrité pouvait être aussi fragile que la fortune de son père autrefois. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il préférait les certitudes aux promesses. Plutôt que de vivre dans le luxe tapageur, Louis cherche un endroit où il pourra enfin respirer, loin des plateaux de tournage et de l'agitation parisienne. Cet endroit existe. Il s'appelle le château de Clermont, un domaine chargé de souvenirs pour Jeanne, la femme qui l'a accompagné lorsque personne ne croyait encore en lui. En achetant cette propriété, Louis pense offrir à sa famille ce qu'il n'a jamais connu dans son enfance, la stabilité. Il croit enfin avoir trouvé un refuge. Mais il ignore encore que ce château, symbole de sa plus grande réussite, deviendra aussi le décor des années les plus éprouvantes de sa vie. Car au moment où Louis de Funès semble avoir tout gagné, le destin s'apprête une nouvelle fois à lui rappeler que rien n'est jamais définitivement acquis. En 1967, Louis de Funès réalise un rêve qu'il n'aurait jamais osé imaginer dans son enfance. À quelques kilomètres de Nantes, il devient propriétaire du château de Clermont, une demeure majestueuse entourée d'un vaste domaine. Pour beaucoup, cette acquisition est la preuve qu'il a définitivement quitté la misère derrière lui. Mais, pour Louis, ce lieu représente bien plus qu'un symbole de réussite. Le château est intimement lié à Jeanne.
Elle y a passé une partie de son enfance et en connaît chaque recoin. En l'achetant, Louis ne cherche pas à afficher sa fortune. Il offre à celle qui l'a soutenu pendant les années difficiles un endroit chargé de souvenirs et de sérénité. La propriété est pourtant loin d'être prête à accueillir la famille. Le bâtiment a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. D'importants travaux sont nécessaires pour redonner vie aux pièces, aux jardins et aux dépendances. Le chantier durera longtemps et demandera des investissements considérables. Contrairement à l'image que certains se font d'une star du cinéma, Louis de Funès ne mène pas une vie de château au sens où on l'imagine. Il préfère les allées du parc aux réceptions mondaines. Il passe des heures dans son jardin, cultive ses roses avec patience, observe les arbres, entretient les serres et retrouve enfin le calme que Paris ne peut plus lui offrir. Ses proches racontent qu'il connaissait ses plantes avec la même précision que ses dialogues. Dans ce jardin, il n'était plus la vedette du cinéma français. Il redevenait simplement Louis, un homme qui trouvait dans la nature un équilibre que la célébrité ne lui apportait pas. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, une autre réalité se dessine. Plus les années passent, plus les tournages s'enchaînent. Le public réclame toujours un nouveau film, les producteurs multiplient les propositions et chacun attend que Louis reproduise le succès du précédent. Cette pression est immense. Le moindre échec est désormais scruté. Lorsqu'on devient le roi du box-office, on ne vous demande plus de réussir. On attend de vous que vous soyez exceptionnel à chaque apparition. Louis accepte ce défi, mais le prix à payer est élevé. Il travaille sans relâche, prépare chaque scène avec une rigueur extrême et supporte un rythme que son corps commence peu à peu à ressentir. Derrière son énergie débordante à l'écran se cache une fatigue que peu de personnes remarquent. Un autre paradoxe apparaît également. Louis gagne désormais des sommes considérables. Pourtant, il continue de négocier avec prudence et préfère souvent une rémunération certaine à des promesses de bénéfices futurs. À l'époque, ce choix semble parfaitement logique. Personne n'imagine encore que ces films continueront à être diffusés, restaurés et aimés pendant des décennies. Sans le savoir, Louis construit une immense carrière, mais pas un véritable empire patrimonial. Cette nuance aura des conséquences bien après sa disparition. Au milieu des années 1970, pourtant, ces questions financières passent au second plan. Une préoccupation beaucoup plus grave va soudain bouleverser sa vie. L'homme qui semblait infatigable commence à recevoir les premiers avertissements de son propre corps. En quelques jours seulement, tout ce qu'il a construit risque de s'effondrer. Et cette fois, ni son talent, ni son expérience, ni même l'affection du public ne pourront empêcher le destin de frapper. Au sommet de sa gloire, Louis de Funès va devoir affronter l'épreuve la plus difficile de toute son existence. En mars 1975, Louis de Funès est au sommet de sa carrière. Depuis plus de 10 ans, chacun de ses films attire des millions de spectateurs. Rien ne semble pouvoir arrêter celui que toute la France considère désormais comme le roi de la comédie. Pourtant, en quelques jours, tout bascule. Victime de 2 graves alertes cardiaques, il est contraint d'interrompre brutalement son travail. Les médecins lui demandent de ralentir, tandis que le monde du cinéma s'interroge sur son avenir. La nouvelle bouleverse le public. Beaucoup redoutent de ne plus jamais revoir celui qui accompagne leur soirée depuis tant d'années. Même les producteurs hésitent à lancer de nouveaux projets avec un acteur dont la santé est devenue si fragile. Le coup est particulièrement rude pour Louis. Il avait attendu près de 20 ans avant de connaître le succès. Au moment où il semblait enfin récolter les fruits de tous ses efforts, son propre corps lui rappelle que rien n'est jamais définitivement acquis. Un projet très attendu avec Gérard Houry est abandonné. Pendant plusieurs mois, l'incertitude s'installe. Pour la première fois depuis longtemps, Louis doit accepter de rester loin des plateaux de tournage. Mais abandonner n'a jamais fait partie de son caractère. Grâce au soutien de Jeanne, de ses proches et du producteur Christian Fechner, il reprend progressivement le chemin des studios. En 1976, L'aile ou la cuisse, aux côtés de Coluche, marque son retour sous les applaudissements du public. Ce retour a pourtant un prix. Les journées de tournage sont adaptées à son état de santé, les efforts physiques sont limités et chaque scène est soigneusement préparée. Derrière le sourire de ses personnages, Louis sait désormais que le temps joue contre lui. Il passe aussi de plus en plus de moments au château de Clermont. Le jardin, les roses et le calme de la campagne deviennent son refuge. L'homme qui avait passé sa vie à courir après le succès cherche maintenant une paix qu'il n'avait jamais vraiment connue. Pendant ce temps, ses films continuent d'accumuler les succès. Ils sont diffusés à la télévision,
revus par des millions de spectateurs et deviennent peu à peu des classiques du patrimoine français. Sans le vouloir, Louis laisse derrière lui une œuvre appelée à traverser les générations. Pourtant, une réalité plus discrète se dessine. Comme beaucoup d'acteurs de son époque, il a privilégié des cachets élevés plutôt que la propriété des droits sur ses films. Ce choix, compréhensible à l'époque, aura des conséquences pour sa famille après sa disparition. Le 27 janvier 1983, au château de Clermont, Louis de Funès est victime d'une nouvelle crise cardiaque. Transporté à l'hôpital de Nantes, il s'éteint à l'âge de 68 ans. La France perd l'un de ses artistes les plus aimés, mais son histoire est loin d'être terminée. Car après sa disparition, un paradoxe étonnant va apparaître. Ses films continueront à rapporter des sommes considérables et à séduire de nouvelles générations, tandis que sa famille découvrira qu'il est parfois plus difficile de transmettre un héritage que de bâtir une légende. Comment l'acteur le plus populaire de France a-t-il pu laisser derrière lui une fortune bien différente de celle que tout le monde imaginait? La réalité est pourtant bien plus nuancée. Oui, Louis de Funès a gagné beaucoup d'argent. Ses cachets figuraient parmi les plus élevés du cinéma français. Et il avait réalisé le rêve de son enfance en offrant à sa famille le château de Clermont. Mais cette réussite reposait avant tout sur son travail, film après film, bien plus que sur la construction d'un patrimoine destiné à durer plusieurs générations. Au fil des années, ses œuvres continuent d'être diffusées. La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez, Rabbi Jacob ou encore L'aile ou la cuisse deviennent des rendez-vous incontournables de la télévision française. Chaque nouvelle diffusion attire encore des millions de téléspectateurs. Pourtant, les principaux bénéfices liés à ces exploitations reviennent aux sociétés qui possèdent les droits des films. À l'époque où Louis signe ses contrats, peu d'acteurs imaginent que leurs œuvres continueront à vivre aussi longtemps. Comme beaucoup de ses contemporains, il privilégie des rémunérations immédiates plutôt qu'une participation durable aux revenus futurs. Après sa disparition, cette situation nourrit de nombreuses incompréhensions. Au fil des années, plusieurs membres de la famille livrent des témoignages différents sur l'héritage, les souvenirs et les relations entre les deux branches familiales. Ces récits rappellent surtout qu'une succession ne se résume jamais à des biens matériels. Le château de Clermont lui-même finit par être vendu quelques années après sa disparition. Son entretien est devenu trop lourd pour la famille. Ce lieu, qui symbolisait la réussite d'une vie entière, change progressivement de destin avant d'être réhabilité par de nouveaux propriétaires. Le paradoxe est saisissant. L'homme qui avait acheté un château pour offrir à sa famille la stabilité qu'il n'avait jamais connue enfant ne voit pas cette demeure rester dans son héritage. Et pourtant, ce qu'il laisse derrière lui est infiniment plus grand qu'un domaine ou qu'un compte bancaire. Son véritable patrimoine est ailleurs. Il vit dans les éclats de rire qui résonnent encore devant ses films. Il vit dans ses répliques que plusieurs générations connaissent par cœur. Il vit aussi dans cette manière unique de transformer un simple regard ou un geste en un moment de cinéma inoubliable. Plus de 40 ans après sa disparition, Louis de Funès continue de rassembler les familles devant leurs écrans. Peu d'acteurs peuvent en dire autant. L'enfant inquiet de Courbevoie, qui avait grandi avec la peur de tout perdre, est finalement devenu l'un des visages les plus immortels de la culture française. Son château a changé de propriétaire. Sa fortune n'a pas pris les proportions que beaucoup imaginent encore aujourd'hui. Mais son nom, lui, n'a jamais cessé d'appartenir au cœur des Français. Et c'est peut-être cela, la plus belle victoire de Louis de Funès. Avant de terminer cette vidéo, dites-nous en commentaire quel est le film de Louis de Funès qui vous fait encore rire aujourd'hui, même après tant d'années. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres destins extraordinaires qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle histoire.